Thank you very much. Merci, Madame la juge MacDonald. Je cède la parole à Monsieur le professeur Klaus Kress. Merci, Monsieur le Président. Sur un niveau très basique, je pense que l'héritage substantiel du TPY est tout à fait clair. Ce que j'appellerais la première génération du droit international pénal a été consolidé et deux étapes de cristallisation ont eu lieu également, et l'émancipation des droits des crimes contre l'humanité, des clauses anciennes, tel qu'a été le cas à Nuremberg. Cet héritage a été emprunté au statut de la CPI, et maintenant ce qui reste, ce sont des crimes contre l'héritage de la paix. À Kampala, l'année dernière, nous avons réussi à consolider le droit international pénal de la deuxième génération, ce que je qualifierais de la deuxième génération. Donc, par rapport à la première génération à laquelle a donné lieu le TPY. Donc, je pense que ce sont les deux principales choses que nous léguerons à l'avenir. Maintenant, la question qui reste, c'est celle de la procédure. Ce qui est très important. Il est très important d'évaluer l'héritage du TPY sur ce plan-là, sur le droit procédural. Parce que la communauté internationale, peut-être pendant les 10 années à venir, se penchera avant tout sur l'aspect de la procédure et non pas tant sur l'aspect substantiel. Donc, c'est sous cet angle-là qu'il convient d'envisager l'héritage du TPY. Mais là aussi, l'examen est plus délicat parce qu'il s'agit de situations plus nuancées. Nous n'avions pas au départ un seul système. Nous avions à faire le choix dans un univers de systèmes de procédures diverses, et nous savons qu'il est très difficile d'établir des lignes de démarcation très claires, très nettes entre, d'un côté, comme nous pouvons nous orienter par rapport à un système pur, idéal, qui n'existe pas. Et donc, le choix a été fait. Je n'ai été qu'un observateur externe, mais si ce que j'ai lu me dit la vérité, alors la dame qui est assise à côté de moi a joué un rôle crucial dans les choix qui ont été opérés. Madame le juge MacDonald, vous avez dit, paraît-il, vous voulez avoir un règlement, le voici. Et bien entendu, les principes de base étaient les principes empruntés à la common law. Je ne pense pas que cela était déjà prévisible de manière tout à fait claire d'après le statut. Ce choix de base, alors, il a fallu de nouveau se proposer au moment de la rédaction du règlement. La juge Sylvia Fernandez est la mieux placée pour en parler. Elle le sait, elle est ici présente. Je pense que l'on peut dire que à ce moment-là, c'est la France qui s'est exprimée de la manière la plus forte, que l'on penchait trop vers le système accusatoire et que certains éléments cruciaux de la procédure n'étaient pas adoptés. Le rôle du procureur au niveau de la mise en état, qui était envisagé différemment, le rôle joué par le procureur, donc celui qui est le protagoniste objectif, qui établit les faits, c'est plus clair que dans le système du TPY. Ensuite, l'audience portant confirmation, c'est très différent du TPY. Et ensuite, le rôle des victimes, la participation des victimes. Là encore, des différences très claires.
se sont fait entendre par les États. Donc, par rapport à ce qui n'était pas encore à ce moment-là l'héritage du TPY, c'était la situation, l'évolution de la situation devant le TPY. Donc, sur le plan de la procédure, le tableau est plus nuancé. Alors, je ne souhaite pas m'étendre. Pendant ces propos liminaires, je souhaite peut-être évoquer uniquement 3 questions d'un point de vue d'un observateur extérieur, donc qui ne connaît pas le détail de la pratique des activités du tribunal. Premièrement, l'appréciation, l'évaluation de la vérité, donc le rôle joué par les parties dans ce cadre-là. Deuxièmement, quelques remarques que je souhaite faire sur l'équité, avec avant tout l'équité par rapport aux droits de l'accusé. Nous connaissons nous savons que le concept est bien plus large. Nous le savons grâce au juge Trexel qui en a parlé. Et ensuite, je parlerai encore des victimes pour terminer. Donc, par rapport à l'évaluation de la vérité, et je pense qu'après tout, c'est la question fondamentale qui se pose. Quelle que soit notre position par rapport aux théories, par rapport aux objectifs, c'est cela qui est au cœur de la justice internationale. Il s'agit d'évaluer la vérité. Et je me base là sur la terminologie du TPY. Donc, nous savons quelle est la situation de départ. Nous l'avons entendu dans les 2 déclarations que nous avons entendues. Donc, un départ accusatoire, quelques éléments inquisitoires qui n'ont pas véritablement été utilisés par les juges d'emblée. Et puis, pendant la deuxième phase, à partir de 1999, plusieurs réformes qui ont été portées. Je ne suis pas tout à fait certain si j'en parlerai en termes d'inquisitoire, stricto sensu. Il s'agit plutôt d'un contexte de gouvernance, de management, parce qu'en fait, il s'agit de faire glisser la responsabilité en dernière instance pour l'évaluation de la vérité sur les juges. En fait, ils ont plutôt insisté sur le rôle renforcé des juges au niveau de la gestion du procès. Donc, je simplifie nécessairement, mais cet héritage du TPY ici, eh bien, je dirais que c'est une version légèrement soft du système accusatoire, du modèle accusatoire, assoupli. Donc, c'est une question très importante que nous devons aborder. Est-ce que c'est le modèle le plus efficace à adopter à l'avenir au niveau des procès internationaux pénals? C'est cette question essentielle qui reste ouverte aujourd'hui. Pour la CPI, nous avons mené des débats houleux, très vif, consistant à savoir s'il fallait faire un pas au-delà de l'héritage du TPY par rapport à la responsabilité ultime assumée par les juges au niveau de l'évaluation de la vérité, et cette suggestion, cette position n'a pas prévalu. Donc, le cadre procédural de la CPI reste ouvert dans les deux directions. Et ce qui est fascinant pour nous qui observons ces activités sera de voir quels sont les choix que l'on opérera. Pour le moment, l'héritage du TPY, son modèle est fort et puissant. Nous voyons un modèle de présentation des éléments de preuve qui suit le chemin du système accusatoire. Alors, c'est dans ce cadre-là que les juges vont devoir choisir leur voie. Donc, dans quelle mesure vont-ils vouloir assumer leurs responsabilités? Jusqu'à quel point? Mais d'un point de vue comparé, d'analyse comparée, je pense que de manière inhérente, il n'y avait rien qui était étranger au système inquisitoire. Donc, pour que ce soit de manière accusatoire que l'on procède.
Donc, sur le plan international, je pense que nous allons plutôt dans ce sens-là, sur le plan des modèles hybrides. Donc, ce qui reste crucial, ce qui est au cœur, ce sera la perception que les juges auront, eux, de leur propre rôle. Et là, le jury, même si le jury n'existe pas dans les procédures internationales, et c'est un des héritages, des éléments de l'héritage du TPY, eh bien, un deuxième point, l'équité par rapport à l'accusé. Et là encore, je ne peux que simplifier. Je vous renvoie au chapitre très bien rédigé dont l'auteur est le juge Trexel et qui s'exprime précisément là-dessus. Donc, le tableau est là encore mélangé. Un certain nombre de domaines n'ont pas été évoqués aujourd'hui par les deux intervenants précédents et plus spécifiquement, je voudrais parler de la défense des droits de l'accusé. Donc, le droit le droit de l'accusé à s'auto-représenter. Je n'aime pas tellement cette expression auto-représentation parce que je trouve que c'est un petit peu schizophrène, un peu contradictoire dans les termes. Donc, le droit de l'accusé à se défendre tout seul. Et nous avons eu une affaire où le président a fait droit à ces demandes de l'accusé de se défendre tout seul. Et nous avons là un exemple, je pense, du TPY qui était prêt à aller un pas au-delà de ce qui était reconnu par les normes. Peut-être que certains y verront une provocation. Je suis prêt à en débattre plus tard. Le président a évoqué un autre angle et nous a invités à nous interroger là-dessus, à savoir la séquence des réformes du TPY qui, d'une certaine manière, entrave le droit au contre-interrogatoire par le biais du versement donc des documents écrits. Ce sont des éléments inquisitoires. On en a déjà parlé. Peut-être puis-je apporter quelques réserves à cette qualification. Donc, cela dépend un peu du système, de la procédure inquisitoire de laquelle on parle. Je pense que nous savons tous que le système inquisitoire qui ne comporterait aucun élément accusatoire de ce type-là n'existe pas. C'est un cliché dépassé de penser que tel est le cas. Donc, ce type de contradiction existe. Depuis que nous avons les normes internationales du droit des droits de l'homme, tous les systèmes inquisitoires sont obligés de respecter le droit à la confrontation. Donc, au fond, l'ensemble de ces réformes qui ont été évoquées constituent un défi sur le plan de l'équité, qu'il s'agisse du point de vue du système accusatoire ou du système inquisitoire. Il s'agit d'un défi à l'équité, quelle que soit la norme que nous appliquons, quel que soit le système qui est notre point de départ. La question est de savoir si l'équité est vraiment l'élément moteur sur le plan de la procédure internationale. Et là, je pense que vous avez fait un choix excellent. Donc, de modifier le droit au contre-interrogatoire. Mais là, je pense qu'il s'agit effectivement d'une garantie à l'accusé. De même que l'équité ne signifie pas que c'était une erreur grave, une déficience, mais cela nous laisse avec la question. Les procédures internationales, et nous avons entendu de nouveau cette phrase aujourd'hui, est-ce que ces procédures doivent respecter les normes les plus élevées d'équité?
est-ce que cette rhétorique peut, en bonne et due forme, être appliquée au niveau de la procédure internationale? La question n'est pas de savoir si cela nous plaît, la question est de savoir si, sur la base de notre expérience, est-ce que on peut effectivement exiger cette norme-là, cette norme si élevée pour dire que la procédure est bonne, constitue une réussite uniquement si la norme la plus élevée a été satisfaite. Et donc là, il y a des spécificités qui sont inhérentes aux procédures internationales qui rendent impossible la satisfaction de ces normes si élevées. Et puis enfin, la question des victimes. Là, on pourrait peut-être dire que l'évolution de la procédure internationale s'écartera de l'héritage du TPY, même si un grand nombre d'acteurs clés du TPY ont regretté, dirais-je, l'absence des victimes. Carla Denponte qui en a parlé et d'autres. En ce sens-là, peut-être, on aurait tendance à dire que le statut de la CPI compense peut-être les défauts de l'héritage du TPY, mais je suggérerais là encore qu'il faudrait faire preuve de précaution et qu'il faudrait dire que les jurés n'ont pas toujours apporté leur décision. Oui, la CPI tient compte des droits des victimes et nous essayons de rendre cela opérationnel. Mais grâce aux premières audiences, au premier procès que nous avons vu, cela pose des problèmes très importants. Donc, cela va être un test de la volonté, de la détermination de cette première instance permanente du droit pénal international. Et puis ensuite, nous allons avoir besoin d'apprécier la situation sur la base de la pratique. Ce que nous pouvons dire d'emblée, c'est qu'il ne va pas y avoir de présence des victimes directes, immédiates au niveau des audiences. Les victimes vont inévitablement devoir être représentées, devoir agir par le biais de leurs représentants en droit. Mais la question sera de voir dans quelle mesure cette médiation, donc cette participation indirecte des victimes, leur permettra d'être présentes. Donc enfin, dans ce sens, ce que je qualifierais de modestie au niveau du modèle du TPY, eh bien cela devrait peut-être être pris en compte pour l'avenir, pour les modèles qui seront appliqués à l'avenir. Ce qui me semble très important, même si cela n'est pas particulièrement intéressant dans des discours de célébration, eh bien cette modestie du modèle du TPY au niveau de la procédure internationale peut constituer un élément utile, nous permettre en fait de donner la vie à ces normes les plus élevées du droit substantiel. Je vous remercie. Thank you very much, Professor. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous avez dit. Cependant, comme je suis le modérateur de cette table ronde, je souhaite dire que je souhaite tenir ma promesse que j'ai faite, à savoir que nous aurons 1 heure pour des questions. Il nous reste, nous sommes à 11h moins quart. Monsieur le juge Horry vient de lui dire que sa présentation durera une quinzaine de minutes environ. Monsieur le professeur Palin, 15 à 20 minutes. Ensuite, nous aurons la pause café, mais nous n'avons pas besoin d'une demi-heure pour la pause café. C'est une chose que je viens de décider. Donc, 15 minutes pour vous, monsieur le juge Horry. Je vous remercie. Merci, monsieur le président.
Alors, mon fils m'a annoncé qu'il voulait étudier l'ingénierie chimique et j'ai été extrêmement heureux de cette annonce parce qu'il n'y a pas de distinction entre la chimie de common law et celle de tradition civiliste. Je suis assez obsédé par la procédure pénale et avant d'aller dormir, je lis le genre d'article expliquant qu'il n'y a pas tant de différence entre la procédure de tradition civiliste et la procédure de common law. Je suis assez d'accord parfois pour dire que le choix de l'un ou de l'autre système permet de régler la question. En fait, lequel des deux est-il le plus efficace, l'un, le premier ou le second? Mais bon, et après je me réveille et je me rappelle que dans la traduction du common law aux États-Unis, on observe que dans 94% des cas, il est fait recours au plaidé coupable et que en dehors de ces modalités, le système s'effondrerait, alors que le pourcentage est bien inférieur devant le TPY. Et je m'interroge alors concernant les pères fondateurs du TPY. Ils ont estimé qu'un procès était susceptible de durer 6 semaines. Et un simple coup d'œil sur Wikipédia me montre que le procès d'O.J. Simpson, qui a tué plusieurs personnes, a duré 9 mois. À tout le moins. Donc, alors peut-être que les pères fondateurs vivaient encore dans l'ère de Nuremberg, le tribunal militaire de Nuremberg qui a terminé plusieurs dizaines de procès en à peine un an. Alors, quelle est la différence entre le travail sur la base d'un dossier en tradition civiliste, d'une part, ou d'autre part, un système dans lequel tous les éléments de preuve sont présentés au juge à l'audience? Que trouverait-on dans un tel Que trouve-t-on dans un tel dossier? Eh bien, à tout le moins, tous les éléments de preuve considérés comme étant directement pertinents en l'espèce et à partir desquels les parties peuvent choisir ce qui convient le mieux à leur thèse. Eh bien, cela équivaudrait-il à la communication par l'accusation de documents potentiellement pertinents à la défense en application de l'article 68? Alors, qu'est-ce que cela signifierait pour un tel dossier? Je me base sur un article de Gillian Higgins qui a étudié l'importance du dossier dans l'affaire Milosevic avant le décès de ce dernier. 1,2 million de pages de documents communiqués entreraient ainsi au dossier. Alors vous me direz que cela prend un temps considérable à consulter. Alors c'est un peu facile de faire cette objection parce que combien de temps cela prend-il réellement? Pour ma part, je lis 1000 pages par jour, ce qui veut dire que pour 1 200 000 pages, il me faudrait 1200 jours, soit 6 années de 250 jours de travail par an. Donc, je me suis demandé ce que cela signifierait de disposer d'un tel dossier. Ou bien serait-il préférable de se retrouver dans la situation de cette instance non achevée après la déposition de près de 200 témoins, 46 000 pages de compte rendu, soit près de 200 pages par témoin,
85 000 pages de documents de l'accusation et je laisse de côté la centaine d'enregistrements vidéo qu'il faudrait y ajouter. Alors, vous comprendrez que j'ai essayé de comparer ce qui se passerait dans l'un et dans l'autre des systèmes, des deux systèmes. Alors, je me suis également demandé ce qu'il en serait des positions écrites au lieu de témoignages oraux. Cela permettrait de gagner du temps, n'est-ce pas? Alors, nous en appelons aux parties pour qu'elles utilisent des déclarations écrites et ceci permet de gagner près de 50% du temps initialement prévu pour un procès lorsqu'on avait à l'esprit des dépositions exclusivement orales. Mais interrogeons-nous quant à la signification réelle de cela. Partons de l'hypothèse qu'une déposition viva voce prenne 2 heures à l'interrogatoire principal. Ceci signifie qu'une déclaration écrite avec peut-être quelques questions supplémentaires permettrait une présentation en à peine une demi-heure. Donc nous avons réduit le temps de présentation des éléments de preuve de 50%. Au lieu de 2 heures, on n'a plus besoin que d'1 heure. Et en ces 60 minutes, vous avez la possibilité, en fait, de présenter 2 déclarations écrites, ce qui élargit tout d'un coup le corpus des éléments de preuve, puisque en 1 heure, on a 2 fois 30 minutes. Ceci signifie également que l'on a 2 fois plus de temps pour le contre-interrogatoire de ces témoins. 2 fois plus de temps également pour le traitement de ces éléments de preuve et leur assimilation au jugement. Donc, pour finir, on ne peut que se demander si c'était une bonne idée de ménager ces 50% supplémentaires et quelles sont les conséquences de telles décisions. Est-ce que nous sommes trop généreux en attribuant ainsi la moitié du temps en plus? Alors, contrairement à ce qui se passe dans mes rêves, en droit, l'efficacité n'est pas directement abordée dans les règles. Les règles sont régies par des principes et en procédure pénale, il s'agit avant tout de principes d'équité. Ce qui m'amène à me demander ce qu'il en est des principes fondamentaux de l'équité, donc la Convention sur les droits civils et humains et les articles correspondants, notamment, y trouve-t-on une distinction entre la tradition civiliste et le common law? L'équité, on la trouve dans les deux systèmes. Et c'est assez intéressant de voir que l'équité est au cœur de chacun des deux systèmes et que dans aucun de ces deux systèmes, on ne peut pas prétendre que l'un soit plus efficace en soi que l'autre de ce point de vue. Donc ce que nous devrions faire, c'est nous appuyer sur les caractéristiques du système retenu au TPY afin de maximiser l'efficacité des procès sans faire de reproches, sans critiquer les choix qui ont été faits. On ne peut pas changer les règlements du jour au lendemain. Je me rappelle l'époque où j'intervenais devant le juge MacDonald et où j'en venais parfois à me demander si les règles avaient changé depuis la veille. Mais il ne faut pas être surpris que confronté à l'attente qui est et à l'obligation de couvrir des dizaines de milliers de victimes concernées par des événements qui se sont étalés sur des années,
Il ne faut pas être surpris que nous n'ayons pas eu besoin de moins de 18 ans pour transférer tous les accusés au tribunal. Et si l'on s'attend à un traitement équitable envers ces accusés, il n'est pas étonnant que cela prenne du temps. Sans compter que les circonstances dans lesquelles ce processus s'accomplit sont largement en dehors de notre contrôle. Ne serait-ce que la distance de plus de 1500 km entre l'ex-Yougoslavie où se trouvent les témoins et La Haye. Ceci dit, en dehors de ces facteurs qui sont hors de notre contrôle, nous devons également nous demander si nous avons été créatifs et suffisamment inventifs dans les limites de l'équité. Je ne vais pas m'étendre sur les règles que nous avons adoptées. Le président Robinson a déjà dit beaucoup de choses à ce sujet, mais juste un exemple. Si vous vous penchez sur la notion de fait jugé, qui est pratiquement inconnue des autres systèmes, je pense que dans le contexte de procès intenté à des dirigeants politiques, cette notion remplit à la fois les exigences d'équité et d'efficacité. La clé du succès que nous pouvons atteindre au terme des règles qui sont les nôtres, c'est d'être conscient des questions d'efficacité qui se posent au quotidien, qu'il s'agisse de la phase préliminaire au procès ou de la phase du procès lui-même. C'est ce dont nous avons besoin, en plus des modifications qui sont apportées au règlement. C'est une question de bon sens. Il faut avoir la conscience que je viens d'évoquer et comme je le disais au début, les mathématiques sont les mêmes dans le monde du common law et de la tradition civiliste, et j'en resterai là. Thank you very much, Judge Ori. Merci beaucoup, Monsieur le juge Ori. À vous, Monsieur le professeur Papa. Merci, Monsieur le Président, et merci pour le temps supplémentaire que vous m'autorisez à utiliser. Donc je ne vais pas me rabattre sur une version abrégée. Tout d'abord, je voudrais souligner que j'ai été invité en qualité de professeur de droit international comparé. Et je ne peux que rendre hommage à Nino Cassese en tant qu'exemple et en tant que menteur, notamment pour ma génération. Je ne suis pas seulement un lecteur et un scientifique lecteur passionné du professeur Cassese, j'ai également été son collègue à l'université de Florence et en d'autres contextes et occasions lorsque j'étais vice-recteur de l'université. Donc d'une certaine façon, je représente non seulement mon institution, mais une communauté très nombreuse et transversale de quelques 60 000, 6 000 personnes. Et c'est au nom de cette communauté que je souhaite exprimer notre gratitude et notre fierté d'avoir eu parmi nous quelqu'un d'aussi remarquable qui nous manquera énormément. Alors, concernant les sujets que nous devons aborder aujourd'hui, je voudrais apporter un commentaire à partir du point de vue particulier qui est le mien. Avant de m'intéresser au droit pénal international, j'étais un professeur de procédure pénale et je voudrais commencer par dire que je souscris tout à fait à la suggestion du président Robinson, consistant à dire qu'il n'y a pas de principe fondamental en droit qui exigerait du TPY que ce dernier travaille et fonctionne en même temps dans les deux systèmes. Je conviens également qu'il n'est pas pertinent véritablement de se demander si le TPY est une institution de tradition civiliste ou de common law.
de façon même plus radicale, et je crois que nous devrions nous abstenir de nous référer trop à ces deux modèles. En tant qu'outils pouvant être utiles aux réformes à envisager à l'avenir. Parce que de telles références sont généralement source de confusion et peu informatives. Et si l'on part même du système de common law, comme cela a été le cas ici, on est amené à faire appel à des ressources externes et qui sont souvent très différentes de ce que l'on a imaginé au début. Donc dans mon expérience, l'architecture du système que l'on obtient laisse à désirer si l'on part de telles références. Par exemple, on ne peut jamais dire si l'introduction d'une forme ou d'une autre de plaidé coupable recevra bon accueil au sein des systèmes ou non, ou si ce sera complètement ignoré. Par exemple, la façon dont fonctionnent les cabinets d'avocats est aussi un facteur très important, et ça n'a pas grand-chose à voir avec les deux modèles dont nous avons parlé. Alors nous avons assisté à des réformes considérables des systèmes de procédure pénale un peu partout, presque tous en ont appelé au modèle du common law, et même en France, qui est la patrie de la tradition civiliste, on s'apprêtait à se débarrasser de certaines institutions comme le juge d'instruction. Cependant, on ne peut que constater la très grande diversité des variantes nationales qui existent. Et au-delà, lorsqu'on a affaire au droit pénal international, je crois qu'il ne faut pas oublier les conquêtes et la conscience que nous avons développées dans les cadres nationaux. L'attention qui est portée aux excès du positivisme en étant reconnaissant à l'anthropologie légale et aux autres disciplines qui y ont contribué. Donc, toute cette expérience précieuse qui a été accumulée dans les systèmes nationaux, les systèmes nationaux se basent sur un certain degré de fermeture et nous ne voyons qu'une partie d'une machinerie qui reste largement cachée. Nous ne pouvons qu'essayer de deviner comment les choses fonctionnent. En fonction d'un scénario qui est celui d'une pièce bien plus complexe, celle qui se joue dans le monde réel et dans la société réelle, faisant intervenir un bien plus grand nombre d'acteurs. Ces acteurs, par ailleurs, sont touchés par l'influence de nombreux facteurs, non seulement juridiques, mais également politiques, sociaux. Et c'est pourquoi la configuration de chaque système juridique national est proprement unique. Le véritable défi d'aujourd'hui, et nous ne devons pas l'oublier, c'est qu'il nous faut essayer de comprendre comment chaque système fonctionne réellement, quelles sont les forces qui l'animent, où est le contrôle, où est l'arbitraire, dans quelle mesure le système pénal est-il influencé par ses fonctions sociales. Je crois que ceci rend particulièrement difficile l'emprunt de règles uniques, isolées ou de règles spécifiques. Et même si l'on importait de telles règles au sein du droit pénal international, en fait, cela reviendrait à emprunter des règles à partir d'un modèle que nous n'utilisons pas vraiment. Nous nous référons en fait à une certaine expérience historique et nous ne pouvons pas importer l'ensemble des facteurs historiques qui ont façonné le système en question et qui déterminent son fonctionnement. Donc je crois qu'il serait largement préférable de développer la procédure pénale internationale en tant que corpus dont le moteur serait un ensemble de politique et de préoccupations autonomes avec au premier rang l'équité. Alors que pouvons-nous dire de ces distinctions entre
la tradition civiliste et le common law? Y a-t-il quoi que ce soit d'opératoire? Je crois qu'il faut garder à l'esprit la mentalité qui est celle des personnes originaires de l'un ou de l'autre des systèmes. Mais encore plus, ce qui est encore plus important, c'est la formation juridique que ces personnes ont reçue dans l'un ou l'autre des deux systèmes et l'expérience qui vient se greffer ensuite sur cette formation. Et l'expérience que véhicule par ailleurs le système en lui-même. Il faut également être conscient des liens qui existent entre certains des segments de la procédure. Nous savons par exemple que certaines règles de présentation d'éléments de preuve dépendent de la présence d'un jury. Il faut le garder à l'esprit. Nous savons que certains des pouvoirs des juges dépendent de la connaissance qu'ils ont du dossier. Et si nous oublions ce lien, nous ne pouvons que nous demander comment les choses vont fonctionner. N'oublions pas non plus que certaines caractéristiques, par exemple les normes en termes de présentation des éléments de preuve, dépendent également de l'équilibre entre la peine d'un côté et l'admission des éléments. Donc, je crois qu'il faut garder à l'esprit la distinction entre le droit au fond et la procédure pénale. Lorsque nous examinons cette dernière, il faut toujours garder à l'esprit quel type de droit pénal, au fond, cette procédure pénale met en œuvre. Je ne crois pas que le problème essentiel soit lié au contexte ou à la complexité de la description des éléments matériels des crimes internationaux ou encore aux formes particulières d'éléments moraux qui doivent être démontrés. Certes, il s'agit de caractéristiques particulières, mais je crois que le cœur du problème est ailleurs et qu'il a à voir avec le fait que le droit pénal international se concentre particulièrement sur les modes de responsabilité, ce qui rend la procédure pénale internationale particulière et ce qui exige un réglage minutieux des règles de procédure pénale, c'est le fait que la responsabilité pénale ne s'attache pas tant que cela à la perpétration directe et au comportement direct, mais aux mécanismes tels que la responsabilité de commandement, les entreprises criminelles communes, le fait d'aider et d'encourager. Et je crois que même la responsabilité pour omission rentre dans le cadre de la doctrine de la responsabilité imputée. Et je crois que c'est là le cœur du problème et que le travail du TPY a été tout à fait remarquable puisque les règles opératoires ont été développées à cet effet. Et il ne faut pas oublier que ces règles doivent être lues en référence à ces modes de responsabilité particuliers. Alors, la question de l'équité. Je crois que, très brièvement, le TPY a réussi à améliorer l'efficacité sans porter préjudice aux droits des accusés. L'article 92 bis pose problème puisqu'il touche au principe de la recevabilité d'éléments de preuve hors audience, obtenus hors audience. Alors, d'un côté, ces dispositions sont révolutionnaires, mais le droit au contre-interrogatoire devrait toujours être respecté. C'est là également le cœur du problème. Alors, tous les systèmes présentent des exceptions au principe de la pluralité des éléments de preuve, mais nous ne savons pas exactement comment les juges ont évalué les éléments de preuve obtenus hors audience. Par exemple, lorsque ces éléments de preuve ont été produits pour miner la crédibilité du témoin. Alors, souvent aussi, le problème, ce n'est pas de prouver la conduite liée au crime, mais c'est de fonder le jugement, la peine qui sera choisie et qui ne transparaît pas nécessairement dans les règles, dans sa totalité. Alors je suis d'accord avec le président, et c'est en référence à l'article 15 de la Convention sur les droits civiques et humains,
ainsi qu'à la Cour européenne des droits de l'homme qu'il faut envisager cela. Et je rappelle que la Convention européenne des droits de l'homme a été rédigée à un moment où presque tous les systèmes juridiques européens étaient de type inquisitoire, ce qui montre qu'il est possible de traiter la question de l'équité et de respecter l'équité sans s'engager dans tel ou tel système particulier. Je crois qu'il n'est pas seulement simpliste, mais erroné de considérer la tradition civiliste comme de façon comme étant centrée sur l'enquête et la détermination des crimes, alors que dans le système accusatoire, ce seraient les parties qui seraient au centre et auraient le rôle moteur. Alors, je n'ai plus que quelques remarques pour conclure. Qu'en est-il des crimes transnationaux ou transfrontières, par exemple le crime organisé ou le terrorisme international? Ce que nous voyons à l'échelon national aujourd'hui est une tendance tout à fait claire à voir des procédures pénales engagées de part et d'autre de la frontière, ainsi qu'à des procédures spéciales concernant le crime organisé. Ces règles spéciales, à mon avis, créent des problèmes d'équité qui sont plus graves que les problèmes d'équité qui se posent dans le système de la justice internationale, parce que ces règles spéciales ne sont pas rédigées afin d'accélérer les procès, elles sont créées avant tout pour faciliter le travail du procureur. Ceci soulève la question des principes fondamentaux de la procédure pénale, à savoir l'autonomie de la procédure pénale en tant que branche du droit qui n'est pas conçue pour lutter contre la criminalité, mais pour traiter de façon équitable la question de la responsabilité des individus. Quant à la question de l'efficacité, je suis d'accord pour dire que le système a montré une tendance à l'adoption de critères qui relèvent plutôt de la gestion. Je crois qu'il serait très important d'initier des recherches empiriques à ce sujet, et il y a de bonnes références à partir desquelles partir. La Commission européenne portant sur l'efficacité de la justice, qui a été créée sous les auspices du Conseil de l'Europe. Je ne sais pas si vous en êtes familier, mais c'est le type de travail qui est justement très utile lorsque l'on essaye de comprendre les changements intervenus dans la procédure et lorsqu'on se pose la question de savoir si ces changements ont ou non une conséquence. Et dernière phrase, vraiment, parfois nous avons des réformes qui permettent d'accélérer, pour ainsi dire, la circulation à un carrefour, par exemple, mais le temps global qui est malgré tout nécessaire pour traiter la chose reste plus ou moins le même. Et je pense là au temps nécessaire pour un procès. Donc il est très important d'évaluer les conséquences de réformes de cette nature au moyen de recherche empirique. Merci beaucoup. Thank you very much. Je vous remercie beaucoup, monsieur le professeur Papa. Nous allons maintenant prendre une pause café courte et revenir à 11h30, pile.